Voilà, donc bonjour à tous, merci d'être ici cet après-midi. Nous allons commencer, comme on vous l'a dit, par les présentations de nos élèves de terminale, qui composent 3 groupes aujourd'hui. Alors en premier, on aura Lucie et Chloé qui vont venir nous parler de l'histoire des jeux vidéo, un éclairage historique sur la question. Ensuite, il y aura Coraline et moi qui vous parlerons sous un éclairage plus scientifique, neuroscientifique en fait, de la question des jeux vidéo, avec la question de savoir si les jeux vidéo peuvent être un outil justement pour favoriser l'apprentissage et voir quelques applications éventuelles à l'éducation dans le futur. Nous aurons enfin Max et Roxane qui nous parleront techniquement de leur jeu qu'ils ont imaginé, qu'ils ont programmé, comment on passe de l'idée au produit fini, si j'ose dire. Voilà, même si c'est une première version, ils vous en parleront en détail. Donc je vous laisse avec Lucie et Chloé. Donc d'abord, bonjour à tous. Donc nous sommes Chloé et Lucie, élèves en terminale scientifique au lycée de Montpellier. Et donc cette année, nous avons choisi l'option ISN, donc c'est l'informatique et les sciences numériques. Et aujourd'hui, on va vous présenter l'histoire des jeux numériques. Donc d'abord, les jeux vidéo débutent en 1958. Donc William Higginbotham crée le jeu Tennis for Two en 1958, mais il n'est pas considéré comme un jeu vidéo parce qu'il a été créé sur un oscilloscope. Donc c'est une machine qui sert à faire des mesures en physique-chimie notamment. Par contre, en 1962, Steve Russell, lui, crée le premier jeu vidéo qui s'appelle Space War. Donc c'est également un affrontement entre 2 joueurs. Et lui, il a été considéré comme le premier jeu vidéo parce qu'il a été conçu pour être joué sur ordinateur. Donc ensuite, en 1972, l'arrivée d'Atari. Donc il va créer le premier jeu vidéo qui s'appellera donc Pong, qui sera un jeu plus particulièrement sur les bornes d'arcade qu'on peut trouver dans les cafés ou encore dans les salles de jeu. Donc c'est un véritable phénomène puisque c'est le premier jeu sur écran, donc avec un affichage de score, de temps écoulé, etc. Ensuite, en 1973, Atari crée ensuite le jeu Space Race et Gotcha, qui seront des jeux de poursuite, et Gotcha un labyrinthe. Puis ensuite, ils vont créer en 1976 le jeu Breakout, qui sera donc un jeu avec des barres horizontales, qui consistera donc à renvoyer une balle à l'autre joueur. On remarque aussi que chez Atari, à ce moment-là, il y aura Steve Jobs, donc le fondateur d'Apple, qui va être salarié à ce moment-là à Atari. Donc ensuite, Atari arrive dans les foyers avec notamment sa première console nommée Hong Kong, qui sera créée en 1976. Son succès est immédiat, mais par contre, il est aussi limité parce que cette console comporte 6 jeux, mais ce sont 6 variantes de Pong. Donc c'est un peu lassant pour le joueur et ce qui explique son essoufflement en 1977. Mais pour y remédier, Nolan Bushnell
Nolan Bushnell, donc le fondateur d'Atari, crée une nouvelle console, donc qui elle se joue avec des jeux interchangeables sous forme de cartouches. 30 millions d'unités seront vendues et 900 jeux seront produits. Mais par contre, comme c'était un peu un travail à la chaîne, la qualité était un peu médiocre. Et en 1983, le crack de l'industrie aux USA se fait. Notamment parce que Atari était était la seule industrie à être implantée aux États-Unis. Et ce crack s'établit du fait que les jeux étaient médiocres et du coup les joueurs renvoyaient leurs jeux pour en avoir de nouveaux, mais ces nouveaux jeux étaient tout aussi médiocres et du coup ils renvoyaient sans cesse. Et, donc c'était un peu un système de consignement et oui, un cercle vicieux en quelque sorte. Donc ensuite, en 1986, l'apparition de Nintendo avec son jeu très célèbre donc, de Mario. Donc c'est d'abord un japonais donc, qui va créer l'entreprise Nintendo. Donc c'est la première industrie à créer donc, la console de salon donc, pour mettre chez soi avec la console Famicom. On peut voir que c'est quand même un succès vu qu'un foyer japonais sur 3 en possède une. Donc ce japonais qui a créé Nintendo à la base est seul à se lancer aux États-Unis, mais donc ils vont quand même ruser en montrant que la console est un magnétoscope, donc plus familial. Donc il va créer donc, son fameux joueur Super Mario Bros, qui va être le premier jeu en couleur et qui sera un véritable phénomène puisqu'il sera vendu à plus de 60 millions d'exemplaires dans le monde. Mais pour rivaliser avec Nintendo, Atari crée lui aussi une autre machine nommée Atari 520 ST. Donc c'est une machine mi-ordinateur, mi-console qui était vendue à l'époque à 10 000 francs. Et puis à côté de cela, Alexei Bashintov, un russe, crée le jeu Tetris. Mais comme il était indépendant, il y a eu une certaine guerre d'appropriation des droits entre Atari et Nintendo. Et aussi en 1987, Will Wright, lui il travaillait pour Nintendo, crée le jeu SimCity, qui était un jeu de gestion de ville. Donc ensuite, en 1989, est créée donc, par Nintendo la toute première console portable, donc plus connue sous le nom de la Game Boy. Donc c'est encore un véritable phénomène puisque le jeu peut enfin se transporter et s'amener partout avec soi. Donc ça sera toujours par un système de cartouches, mais qui sera donc peu coûteux et qui consommera beaucoup moins qu'une console à la maison. Donc la Game Boy sera munie du jeu Tetris et du coup oui, donc cette console est quand même avant tout un accessoire de mode qui restera quand même un phénomène de mode donc qui écrasera toute la concurrence parce que ce seront les premiers à avoir créé ce genre de console. Et cette domination s'observe encore aujourd'hui puisque on a encore de la concurrence avec la descendante DS. On peut considérer les années l'année 1990 jusqu'en 1995 comme l'âge d'or du jeu vidéo, notamment parce que beaucoup de genres de jeux sont créés, comme par exemple les jeux de combat, les jeux de tir, les jeux de rôle et ceux de stratégie, mais également aussi parce que deux nouvelles consoles font leur apparition. Donc d'abord la Super Nintendo, du coup chez Nintendo, et Mega Drive chez Sega. Entre ces deux industriels, une guerre
une guerre, oui, se passe. Et notamment, elle est représentée par d'un côté Mario chez Nintendo et de l'autre chez Sega avec Sonic. Donc ensuite, en 1985, on peut voir l'apparition de la 3D avec l'apparition de Sony qui va créer la PlayStation, donc qui est une nouvelle génération de consoles, puisqu'il n'y a plus un système de cartouche mais un système de CD. Le constructeur de PlayStation va obliger ses fabricants à faire des jeux en 3D. Donc il s'agit de personnages en 3 dimensions et non la 3D comme on peut voir au cinéma. Donc ça sera une PlayStation qui visera beaucoup plus les adultes que les enfants et du coup va encore attirer beaucoup plus d'acheteurs et qui va être encore un succès. Par contre en parallèle, même si Nintendo et Sega continuent de produire, Sony est quand même largement au-dessus, mais Nintendo va quand même créer la Nintendo 64 et Sega la Saturn. Ensuite, 5 ans plus tard, Sony va continuer son évolution en sortant la PlayStation 2, mais celle-ci ne sera plus avec des CD mais avec des DVD. Mais toujours en parallèle, Nintendo va créer la GameCube et Microsoft, qui sera donc un collaborateur de Sega, qui vont créer la première Xbox donc en 2001. Donc c'est une véritable victoire marketing. Et donc ça sera toujours un objet plus branché, tendance, et toujours plus adulte qu'enfant, même si ça concerne quand même des enfants aussi. Et voilà. Mais pour revenir sur le devant de la scène, Nintendo crée de nouveau deux autres consoles. Donc d'abord la console portable tactile, DS, et puis ensuite en 2006, Wii. Donc Wii, c'est un succès immédiat parce que il offre une nouvelle façon de jouer, avec une nouvelle interface et un détecteur et un pointeur de mouvement. Et son succès se fait aussi du fait que c'est plus un jeu familial. Mais à côté de cela, Sonic et Microsoft essayent aussi de rivaliser avec leurs consoles Move et Kinect. Donc on peut voir qu'en 2004-2006, il y a une guerre des consoles puissantes. Et puis aussi, sur Internet, le jeu se fait et il n'est plus exclusivement sur console. Donc, ensuite, en 2007, on peut voir l'apparition des jeux sur smartphone, donc avec l'arrivée de l'iPhone, de la société Apple, avec un App Store, qui est un logiciel qu'on doit installé ou qui est déjà intégré au téléphone et qui permettra de télécharger plus facilement des jeux souvent gratuits mais qui peuvent être aussi payants. Mais c'est quand même vachement plus facile. Et ça permettra à chaque joueur de pouvoir jouer plus ou moins où il veut et à beaucoup plus de jeux. Donc ça sera surtout des jeux avec un concept très très simple et qui pourra être joué peu de temps et ne pas trop prendre de temps à la personne qui veut y jouer. Donc le succès sera vraiment incroyable puisqu'on peut voir avec Angry Birds que ce jeu vidéo sera vendu 350 millions, téléchargé 350 millions de fois dans le monde. Donc les jeux, aussi on peut voir l'apparition des jeux sur les réseaux sociaux, donc plus particulièrement sur Facebook avec le jeu comme Farmville, Mafia Wars. Donc après paradoxalement tout le monde devient joueur. Même s'il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas les jeux vidéo, on remarque quand même qu'ils peuvent passer de longues soirées comme les jeux sur Facebook ou sur téléphone, sans se considérer comme des fous des jeux vidéo. Donc à l'avenir, on peut espérer que le jeu vidéo se diversifiera et perdurera. Déjà, les jeux vidéo ont suivi l'évolution technologique des machines en étant d'abord fixes dans les bars, puis en intégrant nos foyers, avec notamment les jeux vidéo sur ordinateur, sur tablette
Et puis récemment sur télévision, donc c'est-à-dire que les jeux sont intégrés à la télévision et la télécommande sert de manette. Et puis après, il est arrivé dans nos poches avec les jeux sur téléphone portable. Et à l'avenir, on espère même avoir les jeux dans nos lunettes, comme le montrent ces photos. Par contre, à côté, il y a quand même un paradoxe avec le rétro gaming. Donc, c'est-à-dire que certaines personnes préfèrent abandonner ces nouvelles technologies afin de revenir aux anciennes consoles. Merci de nous avoir écoutés. Alors bonjour, je m'appelle Coraline, je suis en terminale au lycée Montpellier, je fais spécialité ISN et donc avec Bouquin on va essayer de répondre à la problématique: les jeux vidéo d'action sont-ils un outil pour faciliter l'apprentissage et la plasticité cérébrale? Et donc pour répondre, on s'est basé sur une conférence qu'a donnée Daphné Bavelier au Collège de France. Donc, c'est la directrice du laboratoire de neurosciences cognitives, cerveau et apprentissage. Et elle a démontré, après plusieurs études, les effets positifs des jeux vidéo d'action sur les fonctions cognitives. Alors, elle a fait ses études étalées sur une dizaine d'années pour montrer les effets positifs. Donc, en premier, l'amélioration de la vision. Et pour ça, elle a mis en place un test avec des sujets normaux, avec une vision normale. Et elle a séparé en deux groupes. Elle a fait un premier groupe avec des gens qui jouent aux jeux vidéo d'action, et le deuxième qui joue à des jeux vidéo de contrôle, comme par exemple le Tetris. Elle les a fait jouer 50 heures, avec 40 minutes à 1 heure par jour, étalées sur 10 à 12 semaines. Et l'intérêt de ce test est avant tout l'effet durable, pour enlever le phénomène d'excitation. Et cet effet durable a pour but une fin éducative ou rééducative. Et donc les résultats du test montrent que les sujets qui ont été testés avec des jeux vidéo d'action ont une amélioration durable de la vision par rapport à ceux qui ont été testés sur les jeux de contrôle. Et ils auraient une meilleure vision du détail, une meilleure acuité visuelle, une meilleure sensibilité au contraste et moins de crowding, c'est-à-dire quand les lettres sont superposées les unes aux autres. Voilà, alors avec ces résultats, Daphné Bavelier essayé d'aller plus loin en mettant en parallèle cette faculté de lecture, de vision, avec une faculté cognitive qui est la rotation spatiale. La rotation spatiale, c'est tout simplement la tâche visuelle qui consiste à reconnaître un objet en 3 dimensions qui aurait tourné ou bougé. Elle a fait exactement les mêmes tests avec les mêmes groupes. Alors au départ, un test pour s'assurer que la moyenne sur l'échantillon était convenable, il n'y avait pas déjà de différence. Et puis ensuite, après avoir divisé donc en 2 groupes, ceux qui jouaient aux jeux d'action et ceux qui jouaient aux jeux de contrôle, elle a observé des différences sur les résultats. Alors concrètement, un test de rotation mentale, c'est ça par exemple. Elle a donné ça à analyser. Donc le candidat choisi regarde la figure de gauche et puis choisit une des figures de droite qui correspondrait à une rotation de la figure de gauche. Alors à votre avis, pour la bleue par exemple, la première, la bleue, laquelle choisiriez-vous? C, on dit C. On est d'accord, C? Non, c'est pas la C. La A, oui, effectivement, c'est la A. Et pour la verte? Il y en a qui n'ont pas joué beaucoup aux jeux vidéo.
La verte, c'est la B, oui, la B. J'entends une majorité de B. Oui, c'est la B, effectivement. C'est la B pour la verte. Voilà. Donc, elle observe ces résultats et constate que là encore, on a une différence entre les personnes qui ont joué au jeu d'action qui reconnaîtront plus vite, avec moins d'erreurs, donc la bonne forme. Alors, elle nuance ses propos dans sa conférence en expliquant bien qu'elle présente des facultés qui ont été améliorées grâce, apparemment, donc, aux jeux vidéo d'action. Mais elle précise que toutes les facultés ne sont pas déjà touchées, ne sont pas changées, et puis toutes les facultés ne sont pas changées positivement. Ça, c'est un autre résultat, évidemment. Elle présente celles qui ont été modifiées positivement pour essayer de trouver une application derrière à l'éducation. Donc ensuite, ils vont traiter du problème du mécanisme avec les questions suivantes. Donc quel est le mécanisme par lequel ces changements ont lieu et d'où viennent ces avantages? Et grâce à ces tests, ils ont constaté un changement très profond du contrôle attentionnel. Et ils ont utilisé en fait 2 tests. Le premier, c'est un test d'impulsivité. Et pour cela, ils ont montré à des sujets une image. Et si le carré était en haut, il fallait cliquer. Et s'il était en bas, il ne fallait pas cliquer. Et en fait, le but de ce test, c'est de voir si... en fait, ils vont passer souvent le carré en haut. Et les sujets donc, vont devoir cliquer. Et d'un coup, ils vont le passer en bas. Et ils vont voir si les sujets vont cliquer ou pas, donc pour voir leur impulsivité. Et dans le cas contraire, ils vont faire un test où l'attention soutenue est sollicitée. Et là, il y aura très peu souvent le carré qui est en haut. Et pour voir si justement ils sont réactifs ou pas. Et donc là, elle a refait 2 groupes après ces tests. Un groupe qui joue à 5 heures de jeux vidéo par semaine ou plus, et un autre groupe qui ne joue pas à 5 heures de jeux vidéo par semaine. Et elle a constaté que ceux qui jouaient aux jeux vidéo d'action, donc plus de 5 heures, avaient des meilleurs résultats pour la tâche d'impulsivité et aussi la tâche d'attention soutenue. Mais ceux qui jouent aux jeux vidéo d'action répondent plus vite, mais ils ne font pas plus d'erreurs. En gros, ce n'est pas de l'impulsivité, mais une prise de décision et une réactivité supérieure à celle des autres. Voilà, alors fort de tous ces résultats, donc Daphné Bavelier s'est demandé si justement on pouvait appliquer derrière ces résultats pour les sciences de l'éducation. Les joueurs paraissent plus aptes à se concentrer rapidement, moins distraits a priori. C'est assez contre-intuitif d'ailleurs parce qu'au début on pourrait penser le contraire. Elle a montré qu'effectivement on pouvait mieux se concentrer sans doute avec certaines applications des jeux vidéo dans les sciences éducatives. Est-ce qu'on peut donc appliquer le jeu vidéo au service de l'éducation? On sait qu'aujourd'hui c'est un média qui est extrêmement plébiscité chez les jeunes. Pour donner un autre chiffre, parce qu'on en a déjà donné, mais Call of Duty par exemple, le jeu donc, sur console, qui lors de sa sortie, 2 mois après sa sortie, avait déjà totalisé un équivalent de plus de 600 millions d'heures de jeu. Donc ce qui représente, j'ai fait le calcul, 68 000 années en 2 mois, si on additionne tout le temps passé sur ce jeu. Donc c'est quand même évidemment très conséquent. C'est le premier, mais vous le savez, première activité digitale chez les petits, même chez les 8-12 ans maintenant, et l'âge moyen d'ailleurs commence à baisser. Donc on se demande finalement, est-ce qu'on ne peut pas canaliser cette énergie déployée dans les jeux vidéo vers des contenus qui sembleraient peut-être plus valorisants pour notre société, donc à travers l'éducation. Alors on en est loin aujourd'hui d'appliquer ça, on voit déjà des changements dans les façons d'aborder les choses, mais on n'a pas encore de jeux vidéo à l'école, évidemment. Mais on a quelques indices, quelques résultats qui montrent qu'effectivement, on est dans la bonne direction, notamment en lecture et en reconnaissance des nombres. Donc pour la lecture, ils se sont aperçus que ceux qui jouaient aux jeux vidéo d'action et de contrôle avaient la même rapidité. Il n'y avait aucune différence dans la lecture des mots.
mais cependant, pour la lecture des non-mots, c'est-à-dire les mots qui n'existent pas, ceux qui jouaient aux jeux vidéo d'action lisaient ces non-mots avec beaucoup moins d'erreurs. Donc ensuite, on a un autre problème qui est le sens des noms. Et là, on a encore un test pour vous. Oui, voilà, le test de sens des nombres, c'est un test qui consiste à observer chez le sujet s'il a justement un sens approximatif des nombres, de la quantité qu'il a en face de lui, qui est développé ou pas, justement. On a tous un sens des nombres plus ou moins poussé, mais en tout cas, on peut l'avoir de façon approximative. Donc ce test, il ressemble à ça, par exemple. On va vous demander, sur l'image que vous allez voir, de nous dire s'il y a plus de points jaunes ou de points bleus. Alors je vous la laisse, donc ça va être celle de gauche pour commencer. Je vais la laisser quelques secondes. C'est parti, regardez bien à gauche. Non, ça ne marche pas. Attention. Hop. Celle de gauche, facile. Jaune, bon. Celle de droite. Jaune, bleu. Tout le monde dit jaune? Pareil, c'est-à-dire kiff, d'accord. Alors, c'est jaune, la solution, effectivement, mais je m'attendais à plus d'erreurs, vous êtes vraiment fort. Bon. C'est jaune, effectivement, parce que pourtant, on a rajouté des points bleus, donc on aurait pu avoir tendance à dire qu'il y a plus de bleu dans le deuxième cas, mais il y a juste un jaune de plus. Donc, effectivement, c'est des tests comme ça qui permettent d'évaluer la connaissance approximative de la quantité, justement. Et donc, Daphné Bavelier a fait ce test, et toujours avec les deux mêmes groupes. Et donc, ceux qui jouent aux jeux vidéo d'action ont une plus grande résolution du sens des nombres que ceux des jeux de contrôle. Et cela signifie qu'on a potentiellement des outils technologiques qui aident certaines capacités fondatrices, avec ici le sens des nombres pour les mathématiques. Voilà, donc la question finale, ça va être celle de la performance au travail et des jeux vidéo qui arrivent. Voilà. Les jeux vidéo et la performance à l'école, effectivement. On a les nouvelles technologies. Est-ce qu'on peut étendre ces résultats aux nouvelles technologies en général? Alors, Daphné Bavelier nous dit que non, elles n'ont pas toutes les mêmes effets, évidemment. Mais on a déjà des indices qui montrent que les jeux vidéo d'action, a priori, peuvent être porteurs de nouvelles facultés d'ailleurs auxquelles les nouvelles structures doivent s'adapter, puisqu'il y a quand même des nouvelles technologies qui apparaissent et on voit déjà dans les lycées évidemment des adaptations de ce genre de résultats. Il y a pourtant quelque chose d'assez contre-intuitif dans ces résultats, puisque on a tendance à dire les nouvelles technologies, ça réduit la concentration, ça réduit le temps consacré aux devoirs, au sommeil, et donc ça implique des mauvaises performances à l'école. Voilà. Mais finalement, on voit que dans certains cas, on pourrait peut-être trouver des liens entre les deux. Donc au final, on cherche à comprendre quels sont les ingrédients qui, dans les jeux vidéo d'action, ont un effet positif sur le contrôle attentionnel, et quels sont les mécanismes intéressants à inclure dans les jeux vidéo, et quels sont les mécanismes qui sont contre-productifs et donc qui sont à exclure. C'est à mon tour, donc on va vous présenter, on va d'abord se présenter moi, c'est peut-être l'ordre logique. Donc je suis Max Artaud, aussi élève de terminale SISM au lycée de Montpellier, et voici. Et je suis Roxane, également élève dans la même classe que les élèves précédents. Alors, nous allons cette fois-ci vous montrer en fait comment peut être fait un jeu. Vous pouvez avoir un ordre d'idée de à quoi ça ressemble en fait un jeu, parce que nous-mêmes on a fait un jeu en première version pour notre projet d'ISN au bac. Je vais laisser Roxane commencer à présenter quand tu ouvres. Donc nous allons présenter notre jeu qui, donc, on va l'appeler Focus, mais c'est
c'est un jeu de puzzle où on doit aller de l'endroit où nous sommes jusqu'à la porte de sortie pour changer de niveau. Donc au final, il y aura d'autres niveaux, bien sûr, parce que bon, on ne va pas non plus faire que celui-là. Et en fait, donc il y a différentes mécaniques, donc on peut se déplacer de droite à gauche, mais on ne peut pas monter ni descendre, nous avons, entre parenthèses, interdit ce genre de déplacement. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas aller dans les parties qui sont blanches, parce que c'est comme si c'était des murs, mais on peut se déplacer dans le noir. C'est un peu... Normalement, c'est l'inverse, mais on a décidé de faire comme ça. Donc, pour monter, il faut juste finalement changer de mode, parce qu'on a inventé un deuxième mode qui nous permet justement de monter, attiré par les petits carrés gris que nous pouvons voir en haut. Et pour descendre, par contre, on a inventé un système de gravité que nous présenterons plus tard. Voilà, donc nous avons inventé la gravité. Alors voilà. Alors juste pour l'aspect un peu histoire du jeu, parce que dans chaque jeu il y a un but. Alors dans ce jeu-là, on incarne un apprenti, oui c'est un apprenti, ce n'est pas un mot, qui a été envoyé dans ces grottes par son maître dans le but de trouver la concentration maximale. Donc voilà, les jeux vidéo servent à la concentration au final. Donc maintenant ce que nous allons faire, c'est vous montrer plus en détail le jeu en termes de code, parce que ça, c'est notre jeu, ça n'a pas l'air marrant comme ça, mais c'est bien un jeu. Et c'est assez, ça peut paraître assez compliqué, mais au final, vous allez vous rendre compte que c'est assez intuitif. Donc voilà. Alors, on va parler de plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est les niveaux. Donc, pas de jeu sans niveau, hein, c'est un peu la base. Alors pour afficher un niveau, on ouvre deux images. Alors la première image que vous voyez là, c'est en PGM. Ça va être entre guillemets en texte, ça va nous permettre d'avoir un tableau de valeurs qui va servir au jeu pour localiser le pion, pour savoir quelles actions il va faire, etc. Et une image en GIF qui est tout simplement l'image qu'on voit ici en fait. Alors, pourquoi avoir fait deux images parce que en fait, ces deux images-là sont indépendantes. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous allez voir, si je change l'image GIF, la seule chose qui va changer, c'est l'image affichée. Mais le niveau en termes physiques, physiquement parlant, va être le même. C'est-à-dire que là, normalement, on va être arrêté par le mur, et pourtant on ne l'est pas. Tout simplement parce qu'on n'a pas changé en fait l'image en termes de valeur. Et donc, pour le jeu, en fait, il n'y a pas de mur, en fait, même si visuellement il y en a. Et donc, ça va nous permettre, justement, par l'avenir, de rajouter les graphismes, de changer les couleurs, sans pour autant changer le jeu en soi. Donc maintenant, je vais vous parler comment nous pouvons nous déplacer dans le jeu, du coup. Donc, nous pouvons utiliser trois touches de notre clavier, au final. Donc, la barre espace qui nous sert à changer de mode entre le mode où on peut descendre et qui nous permet d'aller de droite à gauche, et le mode où on peut juste monter en cliquant sur les petits points. Et donc, pour se déplacer à droite à gauche, on a également deux touches, donc une pour à droite, une pour à gauche, comme vous le savez. Mais pour ça, nous devons vérifier que à côté de lui, les cases sont bien de la bonne couleur, c'est-à-dire pour nous en noir. Parce que si c'est en blanc, du coup, il ne se déplacera pas. Et s'il peut se déplacer, il se déplacera. Donc pour se déplacer... Voilà. Donc pour se déplacer, nous allons créer le même pion un peu plus loin, mais avant cela, nous devons effacer le pion déjà créé. En gros, on détruit le pion et on le recrée à chaque fois. Donc, techniquement, c'est pas le pion qu'on déplace, c'est juste qu'on le tue et qu'on le recrée. Voilà. Oui, on peut dire ça comme ça. Juste une petite démonstration en termes de valeur.
vous voyez, là on change ses coordonnées ici. Là la valeur c'est 2, mais si on change, on va mettre 12 ici, pour que vous voyez en fait que chaque valeur en fait ici a son importance. Ça va changer la vitesse, ça va changer les coordonnées d'apparition, etc. Donc là vous voyez nettement que le personnage va beaucoup plus vite. C'est une vraie furie. Voilà. Tu peux continuer. Donc, après, nous avons donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la gravité, donc je vais vous la présenter un peu plus en détail, un petit peu plus. Donc, nous avons essayé de simuler la gravité terrestre, mais bon, la vraie gravité est un petit peu, entre parenthèses, un peu grosse pour notre petit jeu. Et donc, nous avons simplement simulé en lui disant que si en dessous de lui il pouvait descendre, il descendait, et que s'il était déjà descendu la fois d'avant, il descendrait un petit peu plus vite en disant qu'il ferait plus 1. Et si on le change, par exemple, plus 10, il descendra beaucoup plus vite. Démonstration. Encore. La patience est une vertu, voilà. Oui, il n'est pas très rapide, mais ça va. Voilà. Là on voit clairement que le personnage tombe plus vite, et donc c'est dû en fait au changement de la valeur vitesse, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il descendra, il descendra toujours plus vite. Donc ici, à la base, c'était plus 1. Donc la première fois, il va tomber de 1, puis il va tomber de 2, puis il va tomber de 3 unités, etc. Voilà pour ce qui concerne la gravité. Maintenant, comme on l'a dit, le personnage ne peut pas sauter, contrairement à la plupart des jeux de plateforme de ce type-là. Il faut donc un autre moyen, parce que si par exemple le personnage rencontre un mur, il ne peut pas avancer, c'est logique. Et comme il ne peut pas sauter, il ne peut pas passer par-dessus, il faut qu'il trouve un autre moyen. Et c'est justement le principe de notre jeu. C'est-à-dire que pour pouvoir passer certains obstacles, le personnage sera obligé de changer de mode, comme ça, et de cliquer sur ces carrés gris pour pouvoir contourner le mur. Alors, voilà, ça c'est la mécanique principale de notre jeu qui en fait un jeu de puzzle, parce qu'il va falloir avancer tout en réfléchissant avec cette mécanique-là, qui n'est pas une mécanique habituelle. Voilà. Alors, pour ce qui concerne la partie code, ici on a une fonction qui détecte les clics. Donc quand on clique en fait sur le canvas, sur l'image, la fonction va détecter les coordonnées du clic et va les reporter dans le tableau pour vérifier la couleur à ces coordonnées précises. Donc ici on voit que si la coordonnée est de couleur 125, ça correspond à une teinte de gris particulier, à noter au passage que si c'est 124 ou 126, ça ne marche pas en fait. Nous on ne voit pas la différence entre 124 et 126, mais l'ordinateur la voit. Et donc c'est très important d'avoir la couleur précisément. On clique. Si on est effectivement dans le carré, il va rentrer différentes coordonnées, position relative, coefficients, etc., qui vont pouvoir définir en fait dans quelle direction il va se diriger. Alors, je ne vais pas vous expliquer en détail pour les calculs. Si vous avez des questions, vous les posez à la fin. Soyez patients, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc, une fois que les données sont rentrées, on appelle déplace pion, mais une seule fois. C'est très important parce qu'en fait, si on appelle plusieurs fois, cette fonction s'appelle elle-même. En fait, si on appelle plusieurs fois, ça va aller de plus en plus vite, etc. Je ne vais pas passer les détails. Mais en gros, c'est pas pratique. Donc, là, on appelle déplace pion une fois. On arrive ici. Donc voilà, c'est assez moche comme ça. On a du mal à comprendre. Ça nous a pris du temps pour trouver cette formule-là. On ne va pas la trouver tout seul. Heureusement qu'on a des gens sur qui compter. Donc voilà. Selon, à chaque fois, alors ici, c'est ce qui permet de rappeler la fonction toutes les 100 millisecondes. Donc, dit autrement, la fonction va déplacer le pion. Au bout de 0,1 seconde, elle se rappelle, elle déplace le pion. Au bout de 0,1 seconde, elle se rappelle, etc., etc.
Et donc c'est sans fin jusqu'à qu'il rencontre un mur en fait. Donc ça permet de changer les coordonnées au fur et à mesure. Et comme pour ici, on va tout simplement supprimer le pion et le recréer. Donc voilà en ce qui concerne, voilà, tout ce qui concerne les mécaniques de base du jeu. Globalement, là, on a fait vraiment le plus compliqué du travail, parce que le reste, en fait, ça va être des ajouts de niveau, etc. Mais on a dû faire face à pas mal de problèmes. Le premier problème, le plus évident, c'est celui-là. Hein. Vous vous en doutez peut-être, mais on ne l'a pas trouvé en une seule nuit. Ça nous a... Mais il y a eu plein de choses, en fait. Par exemple, avant, il n'y avait pas de sol en bas et tout ça. Et ça faisait que le pion se retrouvait en dehors de l'écran, ce qui n'est pas vraiment pratique pour jouer. Hein. Ça va de soi. Mais véritablement, même rien que juste avant la conférence, je voulais rajouter ce petit muret-là, mais il se trouve qu'on a eu des problèmes avec le logiciel qui nous permettait. Heureusement, on a réussi encore une fois, Deus Ex Machina en fait. Et voilà. Alors, on précise, c'est peut-être évident comme ça, mais ce n'est qu'une version bêta, hein, c'est-à-dire que le jeu n'est pas encore fini en fait. On a juste fait, le mécanisme de base qui nous permettra justement de progresser. Par exemple. Par la suite, nous allons donc rajouter des niveaux qui seront différents de celui-là parce que c'était juste pour la démo. Nous allons aussi rajouter d'autres mécaniques si nous y arrivons. Donc, par exemple, des endroits où il ne pourra pas passer ou des endroits dangereux, par exemple. Donc, on peut rebondir, par exemple. Je ne sais pas, on arrive avec un certain angle, on rebondit avec le même angle. Enfin, désolé, on continue. On va aussi du coup changer les graphismes parce que bon, noir, blanc et gris, on va pas nous dire que c'est très joli. On va plutôt créer donc notre fameuse grotte pour faire un peu plus déco. Et notre boule qui est un peu bizarre à déplacer, nous allons plutôt essayer de la remplacer par un personnage qui va voler leur tête. Et nous allons insérer aussi une petite musique d'ambiance parce que bon, un jeu sans musique n'est plus un jeu au final. Et puis même l'aspect graphique n'est pas que esthétique. Ça, c'est la porte de sortie, mais on a du mal à voir la différence entre ça et ça en fait. L'ordinateur la voit, mais nous on la voit pas. C'est pour ça que c'est important en fait pour le joueur, pour qu'il puisse bien différencier chaque élément du jeu. Sinon, on va également rajouter un menu principal qui va permettre d'accéder aux différents niveaux, peut-être même des options pour modifier le jeu. Et en bouton reset. Mais sinon, à part ça, voilà. Là, vraiment, on a le jeu de base et on va pouvoir faire quelque chose de bien à partir de ça. Voilà, c'est tout pour notre jeu. Avant de quitter, est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions, des trucs qu'ils n'ont pas compris ou... Soyez pas timides, hein. C'est nous qui sommes censés avoir le trac. Hein. Ah, tout ça, s'il vous plaît. Monsieur là-bas. Est-ce que pour développer votre jeu, vous avez besoin d'autres coups de main, c'est-à-dire en fait l'intervention, parce que vous avez créé une trame, est-ce qu'après il faut que ce soit intéressant, il y a plein de gens qui vous avez fait leur point de vue sur ce jeu? Oui, en effet, ça peut être intéressant. Déjà pour les graphismes, comme moi personnellement, j'ai pas vraiment de grand talent graphiste et Roxane non plus, on va. Non, mais on va justement pour les graphismes et la musique, c'est pas nous qui c'est nous qui allons l'intégrer, mais c'est pas nous qui allons le faire. Mais sinon, oui, des points de vue, on aura des points de vue d'amis, de nos professeurs par exemple. Mais oui, on travaille à deux, mais pas seulement en fait. Hein, voilà. Une question là-bas, un monsieur que je ne connais pas. Je parle à la fin, Thomas Denis. Si je comprends bien, donc vous pouvez charger une image et c'est le programme directement qui va voir qu'est-ce qui est blanc, les obstacles, qu'est-ce qui est noir, les parties où je peux aller. Et ça dépend de l'image que vous allez charger.
Exactement, c'est l'image, ça dépend de l'image en PGM, ça dépend pas du GIF. Sur le GIF, je peux mettre absolument n'importe quoi, ça ne va rien changer au jeu. Si je comprends bien, vous avez la possibilité de faire un scan d'une page d'un roman de Victor Hugo, par exemple, et puis dire là-dessus, ça va être mon niveau, on va voir comment mon avatar peut réussir à partir d'un point de la page à un autre, en dissimulant, en répartissant quelques petits points d'accroche, des carrés. Vous avez la possibilité de faire des niveaux à partir de romans. Oui, par exemple, ça peut être intéressant, en effet. C'est pas une question, c'est juste pour dire bravo, c'est super. Mais merci, je suis très content. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, parce qu'on a peut-être omis des choses ou pas été clair sur certains points, parce que vous n'êtes pas habitué aux conférences, peut-être. Il n'y a aucune question idiote, hein, n'hésitez pas. Non? Bon, et bien dans ce cas, ce sera tout pour le jeu. Merci pour les 2 questions. Et amusez-vous. Voilà, merci à nos élèves, merci à vous. On se retrouve devant, là, c'est ça? Ça doit être juste devant, pour un petit goûter, l'occasion d'échanger aussi pour ceux qui sont intéressés. A tout de suite. On voulait juste remercier nos professeurs et Luca pour nous avoir permis de faire cette conférence.